Histoire. La rentrée de Pâques a eu lieu fin avril cette année-là. Le soleil surchauffait déjà les classes, et à 11h30, on chantait de toutes nos forces « Regina coeli laetare Alléluia », fiévreuse de dégringoler l'escalier vers le grand air. On a pu remettre des robes d'été et rejouer au ballon prisonnier, à la Marelle. Bientôt ce serait le mois de Marie. La dizaine de chapelets récités au dehors, dans la grotte de feuillage, devant la statue de la Vierge. Une petite fête avant de monter travailler. La rentrée de Pâques était le moment souvent choisi par les familles pour apprivoiser les petites filles avec l'école, en les mettant l'après-midi dans la classe enfantine de mademoiselle Goudier. Les mères qui travaillaient ou qui avaient trop d'enfants dans leurs jambes pour conduire elles-mêmes leurs petites à l'institution demandaient ce service à une grande du quartier. Parfois à plusieurs grandes, mais il valait mieux une seule. Les filles entre elles rient, chahutent, un incident est si vite arrivé. Marie-Paul, l'aînée de 4 enfants, avait 5 ans. Quand sa mère me l'a amenée dans la cuisine vers 1h, elle portait, malgré le beau temps, un manteau brun raglant, qui m'a rappelé celui que j'avais traîné plusieurs années, choisi très grand pour faire de l'usage. Elle avait des cheveux blonds et plats, coupés au carré, avec une pince sur le côté, et tenait fermement un cartable miniature. Je l'ai prise par la main, et nous sommes partis à l'école sous les regards approbateurs des parents. Mon père paraissait fier que je sois à mon tour une petite fille responsable, car une grande du brevet, la fille d'un garagiste, s'était chargée de moi à mes débuts. J'arrivais à la hauteur de la serviette bourrée qu'elle maintenait sous son aisselle. Le soir, elle revenait en compagnie d'une autre grande et elle discutait à mi-voix avec des rires. Mon supplice avait duré jusqu'à la distribution des prix. L'année d'après, le garagiste ayant vendu son fonds, mes parents s'étaient relayés pour me conduire à l'institution. Je n'étais qu'en 7e. Marie-Paul n'aurait pas dû avoir peur de moi. Elle marchait toute droite. En baissant les yeux, je voyais la raie qui séparait sa chevelure assombrie par des croûtes de lait. Je lui ai posé un tas de questions. Elle se contentait de secouer la tête, oui, non, en continuant de regarder devant elle, droite et serrée. « Tu as mangé ta langue ?» À l'école, je me suis dépêché de la remettre à mademoiselle Goudier et j'ai filé au ballon prisonnier. Quand je l'ai reprise le soir, elle attendait sur le banc du préau, au milieu des autres petites, la main sur son cartable, debout sur ses genoux. Elle est descendue à toute vitesse, me tendant la main libre avec confiance. Je voulais savoir ce qu'elle avait fait en classe. Elle n'avait pas l'air de se rappeler. Des dessins. Sa mère s'est inquiétée de savoir si elle m'écoutait bien. Il n'y avait rien à redire. Elle arrivait à l'heure des informations avec son manteau boutonné, son cartable. Ma mère lui offrait une pomme, des gaufrettes, ce qu'il restait du dessert. Elle remerciait en ajoutant « Madame » avec conviction. Comme elle est bien élevée, s'émerveillait ma mère. Parce que la famille de Marie-Paul n'était pas du genre à s'en faire et dépensait toujours plus qu'elle avait, exactement l'inverse de chez nous. On prenait la rue de la République à l'aller pour rejoindre une copine de ma classe, les derniers 100 mètres, et la rue Roger-Salengro, au retour. Le mois de Marie a commencé. La voix fluette de la supérieure récitait posément « Je vous salue Marie » et celle de toutes les élèves répondait en rafale « Sainte Marie, Mère de Dieu ». Parfois des rires de filles qui se pinçaient ou se chatouillaient. La classe enfantine n'avait pas droit à cette distraction. À 1h30, j'abandonnais Marie-Paul dans la cour et ne me préoccupais plus d'elle jusqu'à la fin de l'école. La rue Roger-Salengro était tranquille, presque déserte, bordée par des murs d'entrepôts et des dos aveugles de maisons dont la façade s'ouvrait sur la rue parallèle, rue de la République. Il n'y avait qu'un café qui venait d'être fermé à cause d'une vilaine affaire de mœurs. Et une cabine de dentiste. Marie-Paul exprimait son plaisir de rentrer par un trottinement décidé. Elle ne parlait guère, même en la tourmentant un peu. Ce n'était pas une compagnie amusante et elle m'empêchait de rêver comme j'en avais l'habitude en revenant de l'école.
Je ne sais comment ni quel jour tout a commencé. Mais je me rappelle l'endroit. Devant le café, dont les fenêtres étaient barbouillées d'un produit blanc qui rendait l'intérieur invisible. J'ai peut-être changé de voix, comme la maîtresse, au moment où je me suis lancé. À la différence de la maîtresse, je n'ai pas dit que j'allais raconter des histoires. L'intéressant, c'était que Marie-Paul croit tout ce que je dirais. Le café désaffecté m'a inspiré la présence d'une jeune fille mourant de faim à l'intérieur, enfermée là par des bandits et qui pleurait sans cesse. C'était la première fois que je faisais sortir tout haut mes rêves. J'étais excité. Marie-Paul me suivit aussitôt, comme si elle n'attendait que cela. Elle posait même un peu trop de questions. Pourquoi ci et ça, continuellement. Le plaisir, c'était qu'elle croyait tout. Il suffisait de lui montrer des choses dans la rue, des gens qu'on croisait, et d'inventer ensuite. Ce moyen-là s'était imposé naturellement. Je m'amusais bien. Les retours étaient animés. Un soir, mon père m'a dit qu'il nous avait vus. « Tu avais l'air d'une petite maîtresse. » Je me suis fatigué des mêmes personnages. Je constatais que Marie-Paul reprenait son visage buté de gamine qui ne pense qu'à retrouver les jupes de sa mère. Elle avait quelque chose de battu sur elle, même quand elle riait. Mais jamais je ne pouvais lui faire enlever son manteau, tout juste le déboutonner, sous prétexte que sa mère le lui avait mis pour partir. Le printemps était très chaud. Un jour, j'ai inventé qu'une femme noire, aux grands ongles, nous attendait juste après le café. Une voleuse d'enfants. Elle les prenait par la main, les emmenait loin, là-bas, et les parents ne revoyaient jamais leur petite fille. Marie-Paul est restée silencieuse, puis j'ai senti qu'elle ralentissait. Sa figure était devenue violacée. Elle s'est mise à hurler. Un cri large, puissant, interminable, comme je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse en sortir d'une si petite bonne femme. Elle tirait sur mon bras de toutes ses forces, et j'ai dû la lâcher. Elle a roulé par terre au-dessus de son cartable. Je l'ai relevée avec beaucoup de mal. Elle s'arc-boutait pour retomber. À ce moment, j'ai vu qu'elle avait fait pipi dans sa culotte. J'ai pris son mouchoir dans sa poche, je lui ai essuyé la figure, mouché le nez, l'ai embrassé. Arrivé à la maison, il n'y paraissait plus. Si j'avais pris le lendemain la rue de la République au lieu de la rue Salengro, il n'y aurait pas eu de suite. Mais il n'était pas question de changer de route. Nous marchions tranquillement avec chacune notre cartable, comme si rien ne s'était passé la veille. Nous ne devions penser qu'à cela, au moment où je lui ferais voir la femme noire, la voleuse d'enfants aux aguets derrière les fenêtres blanches du café. Il m'a suffi d'une phrase, comme la veille. La crise de larmes et le trépignement a eu lieu. Et tous les autres jours de classe. À l'aller, nous montions la rue de la République. Rien n'était possible à cause de cette copine que je retrouvais. Et puis, nous avions nos habitudes. Ça devait être quelque chose d'après l'école, quand on a tout son temps. Je n'y pensais jamais dans la journée. Je jouais au ballon prisonnier, écoutais attentivement les leçons de grammaire et d'arithmétique. À la cloche, je me précipitais dans la grotte pour avoir une bonne place, le long de la paroi de feuillage évasée vers le ciel. On se croyait dans un berceau à regarder les nuages, tandis que la prière grondait. À 4h30, je faisais sauter Marie-Paul du banc. Nous partions main dans la main, moi comme innocente, elle comme sans mémoire. Avec ses cheveux plats et son manteau brun, elle avait l'air de Bernadette Soubirous. Bien entendu, la voleuse d'enfants n'est pas restée seule. L'ours cruel Croconoc, l'homme au couteau de boucher sont apparus au loin de la rue Salengro. Pour déjouer les pièges, je proposais à Marie-Paul de baisser la tête, marcher sur la pointe des pieds, surtout ne pas pleurer. Le signal des cris et des pleurs. Elle s'affalait sur le sol en refusant d'aller plus loin. Je lui essuyais les yeux, l'embrassais, et l'on pouvait repartir gentiment. Je ne redoutais pas qu'elle se plaigne à sa mère. Il me semblait qu'il s'agissait d'un secret entre elle et moi. Qu'aurait-elle pu rapporter? Je ne la battais ni ne la pinçais, et je faisais très attention à elle en traversant les rues. Elle pleurait pour des menaces de personnes qui n'existaient pas. Ainsi que le disent les parents, elle pleurait pour rien. Je croyais qu'avec les mots tout était permis. Parfois une passante s'approchait, soupçonneuse, toujours persuadée que c'était ma petite sœur pour sangloter autant.
Marie-Paul hurlait encore plus fort. La passante s'éloignait en haussant les épaules. Le seul ennui, la culotte mouillée. À midi, Marie-Paul n'est pas apparue à l'heure des informations. Au chapelet, dans la grotte, je me suis tourmenté. Quand je suis rentré, ma mère m'a appris que Marie-Paul n'irait plus à l'école avant octobre. Elle était trop jeune et la classe ne lui réussissait pas. On la mettrait plutôt à l'école communale, toute proche. Le mois de mai finissait. J'allais partir en retraite de communion. Un soir poussiéreux, je suis revenu seul par la rue Roger-Salengro pour rêver aux journées dans l'église, avec les garçons qui nous regarderaient et nous bousculeraient. Les vitres du café avaient été nettoyées, la salle intérieure apparaissait vide. Je marchais peu à peu dans la stupeur. Marie-Paul ne me tiendrait plus jamais la main. Je l'avais perdue. J'ai pleuré de désespoir. Je revois la grotte au bord du jardin, la rue Salengro, interminable et grise. 2 petites filles qui avancent, la petite et la grande, parce que je suis un personnage pour moi-même dans ma mémoire. J'ai raconté cet épisode de mes 10 ans pour comprendre un peu pourquoi j'avais envie d'écrire. Mais cela ne fait jamais qu'une histoire de plus. Août 1984.